Fin février 2024, Viorica Kondratiuk a glissé une substance synthétique dans la soupe de son mari Sergueï. Il a survécu. Alors elle est passée à un tout autre plan. Mais reprenons depuis le début. Seliatino, district de Narofominsk. Une soirée ordinaire, comme il y en a des centaines dans cette petite ville. Sergueï Kondratiuk rentrait du travail, épuisé après une longue journée. Il se lave les mains, s'assoit à table. Viorica avait déjà tout préparé et mis le couvert. De la soupe l'attendait sur la table. Sergueï a mangé et au bout d'un moment, il a commencé à se sentir mal. Pas comme lorsqu'on mange quelque chose de périmé ou qu'on est surmené. Autrement, brutalement et sévèrement. Sa mère se trouvait à proximité à ce moment-là, une femme avec une formation médicale. Elle a vu que quelque chose de grave arrivait à son fils et a immédiatement commencé à lui porter secours. À quoi pensait-elle exactement à cet instant? Personne ne le sait, mais aucune ambulance n'a été appelée. Et encore moins la police. Personne n'a fait d'analyse, personne n'a envoyé les restes du repas au laboratoire. Quelques jours plus tard, Sergueï était de retour au travail et tout l'incident a été mis sur le compte d'un simple malaise. Surmenage, un aliment avarié, une poussée de tension. Après cela, Viorica a continué à vivre comme si de rien n'était, sous le même toit que son mari, à la même table. Elle lui préparait le petit déjeuner, lui servait le dîner, se couchait à ses côtés. Chaque soir, Sergueï s'asseyait à table et mangeait tranquillement ce qu'elle posait devant lui. Pas dans un accès de rage, pas dans l'hystérie. Elle avait calmement préparé le repas, l'avait mis sur la table et l'avait appelé pour dîner. La première tentative n'avait pas fonctionné, mais Viorica ne s'est pas arrêtée. Quelques jours plus tard, elle passait à un deuxième plan, et cette fois-ci, il s'agissait de toute autre chose. Quelques jours seulement s'étaient écoulés depuis l'incident, et de l'extérieur, tout semblait normal. 3 mars 2024. Sergueï va au travail, mange, dort, vit sa routine habituelle. Viorica aussi. Sauf qu'à ce stade, elle avait déjà un tout autre plan, et ce plan impliquait une personne précise. Ce même soir, Renat Kachgaliev attendait près de la maison à Seliatino, un jeune homme de 25 ans, l'amant de Viorica. Il avait sur lui une hachette et une lame, les deux par précaution. La mission était simple, attendre Sergueï devant l'entrée de l'immeuble, l'agresser et mener l'affaire à son terme. Sergueï rentre du travail, marche vers l'immeuble, passe devant, entre dans la cage d'escalier, monte à son appartement et se couche. Renat, pendant ce temps, se tient à quelques mètres, une hachette à la main, et ne fait rien. Peut-être qu'il ne l'a pas vu, peut-être qu'il a hésité. Peut-être qu'au dernier moment, il a perdu son sang-froid. Quoi qu'il en soit, Sergueï est passé juste à côté de la personne qui était censée l'attendre là, et il est resté en vie, pour la deuxième fois. Renat est revenue vers Viorica les mains vides. Elle n'a pas soupiré de soulagement, elle n'a pas proposé d'arrêter. Elle a fait une scène, elle était furieuse que son mari soit encore en vie. 2 échecs consécutifs. La substance n'avait pas agi, l'embuscade avait échoué. Mais Viorica n'a pris ni pause, ni le moindre recul. Elle était en colère contre le résultat. Dès le lendemain matin, elle élaborait déjà un 3e plan. Et comme il s'avérera plus tard, cette fois-ci, tout avait été pensé bien différemment. 4 mars, le jour suivant. Viorica agissait comme si elle avait sous les yeux un plan tout prêt, déjà élaboré en amont. Pendant les travaux de rénovation, Sergueï ne verrouillait pas la porte, et Viorica le savait parfaitement. Elle avait remis les clés à Renat à l'avance, puis lui avait personnellement apporté de la nourriture, de la bière et un couteau de cuisine dans l'appartement. Tout elle-même, tout à l'avance. Renat est entrée, a pris la lame, a pris la hachette, s'est cachée derrière la porte et a attendu. À un moment donné, Viorica appelle son mari. Sa voix est normale, calme, quotidienne. Elle dit avoir oublié de fermer une fenêtre dans cet appartement et lui demande d'aller vérifier. Sergueï ne pose aucune question, une demande banale. La femme demande, le mari s'exécute. 17 ans ensemble, et durant toutes ces années, ça avait toujours fonctionné exactement ainsi. Il sort de chez lui, se rend tranquillement à l'appartement en rénovation, ouvre la porte et franchit le seuil. Le premier coup, porté avec le dos de la hachette, a atteint son visage. Le second, au même endroit. Sergueï est tombé. S'en est suivi un coup de lame dans la région du cou, puis pas moins de 5 coups de hachette à la tête. Kondratiuk n'a pas quitté cet appartement. 3e tentative.
Troisième en une seule semaine. Sergueï gît au sol. Renat se tient au milieu de l'appartement. Ses mains portent des traces, la hachette est à côté, la lame juste là. C'est fait. Il appelle Viorica. Elle décroche. Sa voix est professionnelle, posée, sans question, sans pause, sans un seul mot superflu. Comme si elle attendait cet appel et savait déjà ce qu'elle allait dire. L'argent est au rez-de-chaussée dans la bouée gonflable. C'est une de ces luges gonflables. Quand un renat descend, trouve la luge, en sort le paquet. Dense, lourd au toucher. On dirait une liasse de billets. Il le déballe. À l'intérieur se trouvent des billets de farce et attrape. Des faux. Du papier imprimé avec des chiffres. Le genre qu'on trouve dans n'importe quel magasin de farce pour quelques centaines de roubles. Une liasse de faux billets au lieu du 1 800 000 promis. Renat appelle immédiatement Viorica. Ça sonne. Personne ne répond. Il recompose. Le numéro est bloqué. Imaginez la scène. Un homme qui, 20 minutes plus tôt, a mis fin à la vie d'un autre homme à coups de hachette, se tient au milieu d'un appartement qui ne lui appartient pas, avec une liasse de faux billets dans les mains et ne parvient pas à joindre celle qui a commandité tout cela, parce qu'elle s'est évaporée. Le téléphone reste muet. En argent réel, Renat avait reçu 60 000 roubles sur sa carte avant ce jour-là, pour l'achat d'une cagoule et de vêtements de travail. 3 000 ensuite, pour un billet de retour. 63 000 roubles. Voilà combien, dans les calculs de Viorica, valait la vie de Sergueï Kondratiuk, un outil jetable destiné à être écarté à l'instant même où il a servi. Renat est parti avec des faux billets dans la poche et un numéro bloqué dans son téléphone. Mais Viorica ne s'est pas arrêtée là. Elle devait retourner dans cet appartement. Elle y avait laissé quelque chose. L'appartement était déjà vide à ce moment-là. Sergueï gisait au sol. Et peu après, Viorica elle-même est arrivée, en personne. Pas pour s'assurer que c'était fait, pas pour faire ses adieux, et certainement pas pour ressentir quoi que ce soit. Elle était venue pour le couteau de cuisine. La lame portait des traces. La lame était une preuve, un lien direct entre elle et ce qui s'était passé ici. Elle l'a prise, et elle est partie. Le même jour, la mère de Sergueï a tenté de le joindre par téléphone. 1 fois, 2 fois, 3 fois, il ne répondait pas. Pour elle, c'était inhabituel, car son fils décrochait toujours. Inquiète, elle s'est rendue à l'appartement en travaux. Elle est montée à l'étage et a ouvert la porte. Les enquêteurs sont arrivés rapidement. L'appartement est immédiatement devenu un lieu d'investigation et les caméras de surveillance de la ville, comme il s'est avéré, fonctionnaient parfaitement. Les enregistrements ont été récupérés le jour même. D'après les premières constatations, le tableau s'est reconstitué assez vite. Viorica a été interpellée en premier, mais il y a d'abord eu un contretemps avec celui qui avait exécuté l'acte. Les caméras avaient capté la présence d'un individu étranger aux abords de l'immeuble, mais le premier suspect n'a pas été l'amant. C'était le frère de Viorica. Celui-ci avait son propre passif. Il avait auparavant envoyé à Sergueï des messages de menaces directes, de manière ouverte, sans rien dissimuler. Pour les enquêteurs, cela paraissait au premier abord tout à fait logique. Le scénario se vendait pratiquement tout seul, et pendant un temps, l'enquête a suivi cette fausse piste. Mais pas longtemps. Dès le lendemain, Renat Kachgaliev était interpellé. 2 arrestations en 2 jours, l'épouse et son amant, tous 2 en détention. Les caméras, les téléphones, les témoignages, tout a commencé à jouer contre eux presque immédiatement. Et nier quoi que ce soit devenait de plus en plus difficile. Mais à ce stade, l'enquête ne voyait que la couche superficielle de cette histoire, une femme et son jeune amant. L'élimination du mari, une affaire domestique. Il s'en produit des dizaines chaque année dans la banlieue de Moscou et le mobile semblait évident. Il gênait, il dérangeait, il se dressait entre elle et une autre vie. Un schéma classique. Et personne à ce moment-là ne comprenait encore que derrière tout cela, il n'y avait ni impulsion ni drame passionnel. Personne ne savait depuis combien de temps Viorica s'y préparait réellement. Pour le comprendre, il fallait remonter 6 mois en arrière, à l'automne 2023. C'est là que tout a véritablement commencé. À l'automne 2023, Viorica travaillait dans une entreprise de logistique. Un emploi ordinaire, une équipe ordinaire, rien de remarquable, et c'est là qu'elle a rencontré Renat Kachgaliev. Elle avait 38 ans à l'époque, lui 25. 13 ans d'écart. Une liaison s'est nouée assez rapidement entre eux. Mais ce n'était pas une petite aventure discrète.
Le genre qu'on dissimule et qu'on dose. Viorica a joué le tout pour le tout. Elle courait retrouver Renate la nuit, alors que son mari et ses filles dormaient à la maison. Elle contractait des crédits et partageait l'argent avec son amant. Pas de petites sommes, pas des cadeaux, de l'argent emprunté, des montants conséquents. Et à un certain moment, elle a présenté Renat à ses filles. Autrement dit, elle l'a fait entrer directement dans l'espace familial. Pour une femme qui avait passé 17 ans à cultiver l'image d'une épouse calme et patiente, c'était un revirement comportemental total. Elle ne se cachait plus, elle bâtissait une vie parallèle, ouvertement, rapidement et à grands frais. En l'espace de quelques mois, Viorica avait effectivement créé une seconde réalité, une réalité dans laquelle Sergueï n'avait plus sa place. Tout donnait l'impression qu'elle construisait délibérément et méthodiquement une existence où son mari n'était tout simplement plus prévu. Et Sergueï, pendant tout ce temps, continuait à vivre comme il l'avait toujours fait. Allait travailler, rentrait à la maison. Mangeait ce que sa femme laissait sur la table, faisait des travaux dans l'appartement hypothéqué. Il ne savait rien de Renat ni des crédits. À l'hiver 2024, Viorica a annoncé à Renat une nouvelle qui, comme il s'avérera plus tard, a tout changé. Hiver 2024. Elle annonce à Renat qu'elle attend un enfant de lui. Et pratiquement en même temps, elle commence à construire autour de lui un récit très précis. Chacune de leurs conversations revenait d'une manière ou d'une autre au mari. Comment il la regardait, comment il levait la main sur elle, comment il la maltraitait. Peut-être vrai, peut-être pas. Elle montrait des bleus à Renat et à chaque fois, lui dépeignait une situation dans laquelle elle n'avait prétendument aucune issue. Enceinte de l'un, enchaînée à l'autre, et cet autre rendant sa vie insupportable chaque jour. En même temps, elle ne pouvait pas partir, à cause de l'hypothèque, des filles, d'une dépendance totale. Pour Renat, cette construction s'est révélée pratiquement inébranlable. Elle le regardait comme s'il était la seule personne capable de mettre fin à tout cela. Que fait un homme dans une telle situation ? Viorica, selon toute vraisemblance, connaissait la réponse à cette question avant même de l'avoir posée. Renat écoutait et croyait, ou du moins voulait croire, parce que dans cette version des faits, il n'était pas un pion dans le plan de quelqu'un d'autre. Il était le sauveur, pas un instrument, mais un héros protégeant sa femme et son avenir. La différence entre les deux ne deviendrait claire que bien plus tard. Pour l'heure, il y avait une peur réelle pour cette femme et pour ce qu'elle portait. Et il y avait Viorica, patiente, qui attendait le bon moment pour prononcer les mots décisifs. Elle les a prononcés, et ces mots précis ont transformé un amant en exécutant. Viorica n'a pas demandé, elle a proposé des conditions, concrètes, avec des chiffres et des délais. Débarrasse-toi de Sergueï et tu recevras 1 800 000 roubles, plus un appartement. Sergueï possédait plusieurs biens immobiliers, dont un à Liubertsi. Elle devait transférer cet appartement au nom de Renat. Pour Renat, un homme travaillant dans la logistique, sans bien immobilier propre et sans économie significative, cela ressemblait à une fortune. L'amour, l'argent et le sentiment de justice, le tout dans un seul paquet. Renat a accepté. À partir de ce moment, l'histoire a cessé d'être un drame. Elle est devenue une transaction, avec un montant précis, des conditions, un actif changeant de main une fois le travail accompli. Elle connaissait le patrimoine de son mari, savait que l'héritage couvrait largement ses promesses et comprenait parfaitement comment motiver un homme qui, au fond, n'avait rien à perdre. Mais il y avait dans ce marché quelque chose que Renat n'avait pas prévu. Viorica n'avait jamais eu l'intention de payer, ni l'appartement, ni l'argent. Mais Renat, à ce moment-là, ne s'en doutait même pas. Il croyait qu'une toute autre vie l'attendait. Le marché était conclu. Il ne restait plus qu'à décider comment procéder exactement. Et Viorica n'a pas commencé par la hachette. Elle a choisi un autre chemin, silencieux, invisible, et s'est tournée pour conseil vers une personne dont on n'aurait jamais attendu une telle consultation. Viorica n'a pas cherché sur Internet. Elle n'a rien tapé dans un moteur de recherche. Elle a fait autrement. Elle s'est adressée à un parent, son propre neveu. Celui-ci avait une sérieuse dépendance aux substances, ce qui signifie qu'il comprenait assez bien quel composé, à quelle dose, pouvait accomplir ce qu'il fallait. C'est à lui que Viorica a posé une question qui, si l'on y réfléchit, est glaçante. Qu'est-ce qui pourrait provoquer un décès en donnant l'apparence d'une cause naturelle ? Le neveu a suggéré un composé synthétique.
À dose thérapeutique, il est utilisé à des fins médicales à l'étranger, mais à forte dose, il supprime la respiration jusqu'à l'arrêt complet. La personne s'endort et ne se réveille tout simplement pas. De l'extérieur, cela ressemble à un arrêt cardiaque ou à quelque chose de soudain. Pas d'enquête, pas de traces, pas de questions. En somme, l'option idéale pour une femme qui, chaque soir, pose une assiette devant son mari. Ensuite, Viorica a donné de l'argent à Renat pour l'achat. Renat a trouvé la substance, l'a achetée et la lui a remise. Toute la chaîne se composait de 3 maillons, la commanditaire, l'intermédiaire et le vendeur. Et l'intermédiaire dans ce schéma n'était autre que celui qui, très bientôt, prendrait la hachette en main. Autrement dit, Renat, à ce stade, était déjà impliqué bien au-delà du sentiment. Ses mains étaient dans cette affaire bien avant le 4 mars. Viorica a reçu tout ce dont elle avait besoin. Elle connaissait parfaitement les habitudes de son mari. Il rentre du travail, fatigué, s'assoit à table, mange ce qu'on lui sert. Il ne restait plus qu'à choisir le bon soir, préparer la soupe, y ajouter la substance, la poser sur la table et s'asseoir en face. C'est exactement ce qu'elle a fait, mais elle n'avait pas prévu une personne, sa belle-mère, et c'est précisément cette personne qui se trouvait là au moment où c'était le plus nécessaire. Maintenant que nous connaissons toute la chaîne de préparation, du neveu à l'assiette, nous pouvons revenir à l'incident lui-même et le voir sous un autre angle. Fin février 2024. Et c'est ici que commence ce qui distingue véritablement Viorica. Pas la tentative en elle-même, mais ce qui a suivi. Il fallait procéder autrement. Entre la tentative ratée et l'embuscade devant l'immeuble, seuls quelques jours se sont écoulés. Quelques jours pendant lesquels Viorica préparait le dîner pour un homme, tout en envoyant un autre l'attendre dehors avec une hachette. Le soir du 3 mars. Le même échec devant l'immeuble, mais cette fois avec des détails qui modifient considérablement le tableau d'ensemble. Ce soir-là, Renat ne se tenait pas simplement devant la porte. Selon certaines sources, il était posté près des poubelles à côté de l'entrée. Viorica, apparemment, lui avait fourni une motivation supplémentaire au-delà de l'accord principal. Elle lui avait dit que Sergueï aurait sur lui une somme importante en espèces. Autrement dit, il ne s'agissait plus seulement de la sauver, ni uniquement du futur appartement, mais aussi d'argent se trouvant en ce moment même dans la poche de l'homme qui allait passer devant lui. Un levier de plus, un argument de plus dans sa construction. Avant l'embuscade, Viorica lui avait elle-même apporté de la nourriture et des boissons. Renat a mangé, bu et au final a raté sa cible. Sergueï est passé tranquillement devant lui, est entré dans la cage d'escalier et est monté chez lui. Il n'avait tout simplement pas eu le temps de réagir. Elle ne l'a pas cru. Et au matin du 4 mars, tout a failli s'effondrer définitivement. Une violente dispute a éclaté entre eux. Selon certaines sources, Renat a craqué. Il a dit clairement « C'est fini, ça suffit, il ne toucherait plus personne », un refus catégorique. Renat, semble-t-il, commençait enfin à prendre la mesure de ce dans quoi il s'était engagé et de ce vers quoi tout cela menait. C'était ce moment précis où tout aurait pu prendre une direction radicalement différente. Renat aurait pu partir, il aurait pu bloquer le numéro de Viorica, il aurait pu simplement disparaître et ne plus jamais donner signe de vie. Et alors, Sergueï Kondratiuk serait très probablement encore en vie, mais Viorica n'est pas du genre à lâcher prise. Elle a joué sa carte maîtresse. 2 mots. Notre avenir. Viorica a rappelé à Renat. Elle portait son enfant. Et s'il faisait demi-tour et s'en allait maintenant, qu'adviendrait-il d'elle? Qu'adviendrait-il de celui qu'elle portait? Son mari finirait tôt ou tard par tout découvrir. L'amant, les crédits, tout le reste. Et quand il découvrirait, ce serait pire, bien pire. Elle en parlait non pas comme d'une menace hypothétique, mais comme de quelque chose d'inévitable. Quelque chose qui se produirait littéralement demain si Renat ne faisait pas ce qu'il devait faire maintenant. Ce n'était pas de l'hystérie, c'était un assemblage minutieusement calibré des bons mots, prononcés dans le bon ordre, au bon moment. La peur et la fierté masculine. Chacun de ces boutons, pris isolément, n'aurait peut-être pas fonctionné, mais tous ensemble, dans une seule conversation, ils ont produit exactement le résultat que Viorica recherchait. Renat a cédé. Ce même jour, le 4 mars, il s'est rendu dans l'appartement en rénovation de Sergueï avec une hachette et une lame. Et cette fois, il n'a pas manqué sa cible. Mais pour comprendre comment Viorica avait appris à manipuler les gens de cette façon, il faut remonter plus loin encore.
Viorica est arrivée en Russie non pas seule, mais avec une fille issue d'un premier mariage. Jeune, dépendante, sans aucun point d'appui. L'une de ces milliers de femmes qui, à cette époque, venaient en banlieue moscovite dans l'espoir d'une vie stable et normale, un endroit où se relever et offrir quelque chose à ses proches. Là, elle a rencontré Sergueï. Elle l'a épousé, et Sergueï a fait quelque chose que tout le monde ne ferait pas. Il a donné son nom de famille à la fille aînée, a effectué toutes les démarches administratives et l'a élevée comme la sienne. Pour tout l'entourage, c'était sa fille. Avec le temps, la petite elle-même a commencé à l'appeler papa. Puis une deuxième fille est née, leur enfant commun. Hypothèque, Celiatino, travail, quotidien. 17 ans sur le même trajet. Maison, travail, maison. Vu de l'extérieur, c'était une famille de banlieue ordinaire et solide. Pas un modèle parfait, pas une image de magazine, mais vivante et authentique. Sergueï, de nature, était un travailleur. Peu loquace, brusque au quotidien. Il pouvait reprocher à sa femme de ne pas savoir tenir un ménage, la traitait d'imbécile, ne mâchait pas ses mots. Pas la personne la plus facile à vivre sous le même toit, c'est certain. Mais il portait l'hypothèque sur ses épaules, élevait 2 enfants et en 17 ans, n'était jamais parti. C'est aussi un fait qu'il ne faut pas négliger. Mais du point de vue de Viorica elle-même, les choses avaient une toute autre apparence. Viorica ne se plaignait pas uniquement à Renat, comme il est apparu plus tard, elle le faisait depuis des années, auprès des voisins, des connaissances, de quiconque voulait bien écouter. Son mari la frappait, la maltraitait, contrôlait chacun de ses pas. Et les gens la croyaient. Une femme discrète venue de Moldavie, arrivée seule avec un enfant dans les bras, où pouvait-elle aller? Que pouvait-elle faire? Une situation que les gens autour d'elle avaient déjà vue. Ils compatissaient, la plaignaient, hochèrent la tête et lui disaient « courage ». Au procès, Viorica a présenté la même version, mais développée et consignée au procès-verbal. Le mariage était depuis longtemps une formalité. Les conflits s'accompagnaient régulièrement de violences physiques. Elle n'avait pas demandé le divorce parce que son mari contrôlait les finances et avait promis de subvenir aux besoins de ses filles uniquement si la famille restait unie. Partir signifiait perdre le logement, l'argent et toute stabilité. Rester signifiait endurer. Viorica n'a jamais déposé une seule plainte auprès de la police, pas une seule visite aux urgences, pas un seul appel à une ligne d'assistance. Les bleus n'étaient vus que par ceux à qui elle choisissait de les montrer. Les violences étaient-elles réelles? Le dossier ne fournit pas de réponse catégorique. On ne peut plus interroger Sergueï. Mais une chose est certaine, Viorica a commencé à construire l'image d'une femme en souffrance bien avant de recourir à la substance, bien avant Renat, bien avant le marché. Pendant des années, elle posait les fondations, des fondations sur lesquelles elle pourrait ensuite s'appuyer. Les voisins se souvenaient, les voisins, si nécessaire, confirmeraient, et quand tout arriverait, personne ne serait surpris. Mais au procès, un détail a émergé qui a contraint tout le monde à reconsidérer l'ensemble sous un jour radicalement différent. Un détail issu des propres déclarations de Viorica. 6 mars 2024, 2 jours après que Sergueï a franchi le seuil de l'appartement en rénovation pour ne jamais en ressortir. Viorica est assise face à l'enquêteur et parle. Elle ne se tait pas. Elle ne nie rien. Elle ne demande pas d'avocat. Elle parle, en détail, de manière cohérente, point par point. Elle voulait divorcer mais craignait que son mari ne découvre l'existence de l'amant et des dettes. S'il l'apprenait, ce serait un scandale. S'il l'apprenait pour Renat, ce serait encore pire. Alors, elle avait décidé. Il était plus simple de ne pas divorcer, mais de l'éliminer. Pas de ses propres mains. Elle a admis avoir conclu un accord avec Renat. C'est lui qui a exécuté l'acte. Elle lui avait d'abord promis de l'argent, puis un appartement issu du patrimoine de son mari. Elle a confirmé qu'elle savait quel jour, par quels moyens et selon quel plan tout devait se dérouler. Elle n'a rien nié. Selon ses dires, ce jour-là, Renat et elle avaient échangé des messages sur divers sujets. Et le soir, il avait appelé pour dire que c'était fait. Elle l'a énoncé comme on parle d'une livraison achevée. Il a appelé. Il a dit. Il l'a fait. C'est tout. À la fin, Viorica a rédigé une déclaration de sa propre main. L'affaire aurait pu être classée sur le champ. Les aveux existaient, le mobile existait, le plan était mis au jour, le repentir était consigné. Tous les éléments étaient en place. L'enquête n'avait plus qu'à formaliser. Mais entre cet interrogatoire et le procès,
Plus d'1 an et demi se sont écoulés. Et durant cette période, Viorica est revenue sur chaque mot qu'elle avait prononcé le 6 mars. Chacun d'entre eux, les aveux, le mobile, le plan, le repentir, tout cela a cessé d'exister pour elle. Comme si rien ne s'était jamais passé. Que s'est-il produit durant ce laps d'1 an et demi? Une femme qui avait avoué de son plein gré a soudainement décidé de tout nier. La réponse a été trouvée dans le centre de détention provisoire et dans les enregistrements de vidéosurveillance. Viorica et Renate ont été transférés au centre de détention et que ce soit par coïncidence ou par la négligence de quelqu'un, ils se sont retrouvés dans des cellules voisines. Un mur les séparait, mais pas le silence. D'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à établir une communication. Et pas seulement à échanger quelques mots, ils ont coordonné une version entièrement nouvelle des événements, construite à partir de zéro, et surtout sans Viorica. Dans cette version, tout se présentait ainsi. Viorica s'était simplement confiée à Renate au sujet des violences. Elle lui racontait combien elle souffrait, combien la vie était impossible. Et lui, jeune, impulsif, amoureux, avait décidé de la sauver de son propre chef. Il avait tout planifié seul, était venu seul, et avait fait ce qu'il avait fait. Elle ne savait rien, n'avait rien demandé, rien organisé, et n'avait jamais promis ni argent ni appartement. Renat a endossé l'entière responsabilité. L'homme même à qui on avait remis de faux billets, dont le numéro avait été bloqué à la minute même où il avait accompli sa tâche, cet homme-là couvrait désormais volontairement la femme qu'il avait utilisée. Pourquoi? Des co-détenus lui avaient soufflé un stratagème. Si l'on retirait l'élément de préméditation et de complicité de l'accusation, le chef d'inculpation changeait. Non pas code 3, mais simplement code 4. Et avec un chef d'inculpation différent, la possibilité s'ouvrait de signer un contrat avec l'armée. Partir au front au lieu de la prison. Non pas une peine, mais un service. Non pas une colonie pénitentiaire, mais la zone de conflit. Pour Renat, qui risquait une longue peine, c'était une véritable porte de sortie. Dans cette configuration, Viorica obtenait la liberté. Renate obtenait une chance. Les deux y gagnaient. Sur le papier, c'était logique. Un seul détail ne cadrait pas avec cette construction. Viorica avait déjà fait des aveux complets lors de l'interrogatoire, avec des précisions, des dates, une description de l'ensemble du plan. Et pour invalider ces aveux, Viorica avait besoin d'un coup supplémentaire, le plus impitoyable. Depuis le centre de détention, Viorica a annoncé à Renate qu'elle avait interrompu sa grossesse, ce pourquoi il avait tout accepté, ce pourquoi il avait pris la hachette en main. Ce pourquoi, le matin du 4 mars, après avoir refusé et s'être disputé, il s'était quand même rendu dans cet appartement et avait fait ce qu'il avait fait. Cet avenir, selon ses dires, n'existait plus. À première vue, cela semblait dépasser l'entendement. Mais Viorica ne le brisait pas. Elle prenait une assurance. Le calcul était le suivant. Renate l'apprend et se met en colère, peut-être assez pour cesser de la couvrir. Il va voir l'enquêteur et commence à témoigner contre elle. Il raconte tout sur le complot, la substance, les faux billets, l'appel téléphonique au sujet de la fenêtre, tout le plan. Et c'est là que le piège se refermait. Que verrait le tribunal? Un homme qui avait d'abord assumé toute la responsabilité, puis qui avait brusquement changé de version, juste après avoir appris que son ancienne maîtresse avait mis fin à l'avenir de son enfant. Le mobile de la vengeance, évident. Un témoignage donné par vengeance se dévalue automatiquement. Un tribunal n'accorde pas crédit à un témoin qui a un compte si personnel à régler avec l'accusé. Viorica avait construit par avance une situation dans laquelle même la vérité pure, dite par Renat, aurait l'apparence de la vengeance d'un amant éconduit. Chacun de ces mots sonnerait comme une tentative de se venger d'une paternité avortée. Elle a peut-être réellement interrompu la grossesse ou elle a peut-être menti. Mais cela n'a pas d'importance. L'information sur l'interruption est devenue une arme. La grossesse avait jadis déclenché toute cette histoire. L'interruption assurait maintenant contre les conséquences, le même sujet fonctionnant dans deux directions, d'abord un levier, puis un bouclier. Mais le calcul de Viorica s'est fissuré. Contre elle jouaient les enregistrements de vidéosurveillance, les relevés téléphoniques, le fait de l'achat de la substance, les témoins et ses propres paroles du 6 mars. Le tribunal régional de Moscou. Viorica Kondratiuk se tient devant le juge. Elle ne reconnaît sa culpabilité sur rien, pas un seul chef d'accusation.
Sa version à ce stade avait changé au point d'être méconnaissable. Tout aurait été planifié et exécuté par Renate seule. Elle n'avait rien à voir avec cela. La substance dans la soupe? C'était un laxatif, pas un composé. Les faux billets dans la bouée gonflable? Renate lui-même lui avait demandé d'acheter des billets de farce et attrape. Pourquoi? Elle n'avait pas posé la question. Les clés de l'appartement? Renate les avait parce qu'il n'avait nulle part où dormir. Chaque réponse semblait provenir d'une réalité parallèle. Le témoignage de Renate, d'abord la couvrant, puis racontant tout tel que cela s'était passé, a constitué le fondement de l'accusation. Le verdict: 17 ans de colonie pénitentiaire à régime ordinaire, 2 ans de restriction de liberté après la sortie, déchéance automatique de la nationalité russe. Avant le prononcé du jugement, Viorica a demandé au tribunal de la placer en résidence surveillée. Elle a dit, quote 5, « La fille aînée, qui a maintenant 20 ans, celle-là même à qui Sergueï avait jadis donné son nom, et la cadette, 9 ans, leur enfant commun, elles vivent désormais chez la mère de Sergueï, cette même femme qui avait sauvé son fils après le premier incident et qui l'avait ensuite elle-même retrouvé dans l'appartement en travaux. Renate Kachgaliev, au lieu de la colonie pénitentiaire, a été envoyée dans la zone de conflit. Et puis il y a la question, la principale, celle qui, à ce jour, n'a toujours pas reçu de réponse. Pourquoi? À une voisine, Viorica a un jour dit franchement, ni en chuchotant, ni à travers des larmes, calmement, comme on parle de ses projets pour le week-end. J'attends qu'il mette assez d'argent de côté, on achètera un appartement et je me débarrasserai de lui quand même, j'en ai assez de lui. Cela avait été dit quelques années avant tout le reste, avant Renat, avant la grossesse, avant la substance, avant la hachette, avant les faux billets dans la bouée gonflable. Bien avant tout cela, bien avant l'image d'une femme acculée, elle n'était pas acculée. Elle attendait. On peut maintenant reconstituer cette histoire dans son intégralité. Viorica n'était pas celle que l'on avait poussée à bout en 17 ans. Elle était celle qui, pendant tout ce temps, vivait avec une intention et attendait patiemment le moment. Sergueï devait d'abord économiser pour l'appartement, devenir suffisamment précieux pour que son élimination ait un sens financier. Renate n'est pas apparu comme un amour, il est apparu comme une fonction. Les bleus, les larmes, les plaintes aux voisins, l'image de la femme discrète, rien de tout cela n'était un appel à l'aide. C'étaient des fondations posées sur des années. La grossesse est devenue un levier. Les aveux ont été rejetés. La substance a été qualifiée de laxatif. Même depuis une cellule de détention, elle continuait à tout orchestrer. Et Sergueï, brusque, oui, mais un homme qui portait sa famille sur ses épaules. La requête de Viorica avant le verdict, au sujet de sa fille en 2e année d'école primaire, était peut-être sincère, ou c'était peut-être le dernier masque, un masque qui avait fonctionné pendant 17 ans. Avec Viorica, on ne sait plus. Chers téléspectateurs, si quelque chose ne va pas dans votre relation avec votre conjoint et que vous n'êtes pas sûr de vos rapports, n'hésitez pas à consulter un psychologue familial. Ou, au minimum, parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Prenez soin de vous.